Puis moi, c'est mon anniversaire. J'ai hâte de parler foot aussi. J'ai mentionné, c'est vrai qu'on n'y pensait plus. Ben oui, bon anniversaire, Mathieu. Merci, David. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Kaiser Foot, votre podcast vidéo diffusion, balado, ce que vous voulez, portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. Vous avez remarqué que d'abord, on a le retour de notre ami Anthony Tessier, qui était absent lors de la dernière émission et qui en plus est revenu de Belgique. Il est de retour dans le froid de l'hiver québécois. Hello Anthony, Frende, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Bonjour à tous. Je suis revenu en sol québécois, revenu dans l'hiver. Mais comme on en parlait un peu avant l'enregistrement, moi et Mathieu, les températures sont froides, mais ça va se réchauffer au cours des prochaines semaines. Donc, on est sur la fin de l'hiver, ça va pas si mal. Puis bien content d'être de retour parmi vous, puis de discuter, de parler de football allemand aujourd'hui. On a plusieurs choses qui sont passées, on le sait, à travers le monde, dans l'actualité. Mais dans le foot aussi. Donc, bien content d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très content de te retrouver. Moi, je tiens à souligner aussi, d'autant plus, mais beaucoup de gens de mon entourage sont déjà au courant. Je suis en quelque sorte un petit peu en congé de maladie, fatigue professionnelle notamment, mais aussi d'autres choses. Je ne l'élaborerai pas dans le détail. Et ça fait du bien de vous retrouver, messieurs, pour me requinquer dans cette passion commune que nous partageons tous. Et je me tourne vers cet autre passionné qu'est le Kaiser et qui, lui, puisqu'on parle des récents événements, et ça, on n'y échappera pas aujourd'hui dans l'émission, l'actualité brûlante nous touche toujours. Ce qui se passe actuellement avec le conflit qui a éclaté en Ukraine avec cette attaque de la Russie de Poutine. Je sais, David, de source sûre, que tu étais en Ukraine il n'y a pas longtemps, avant le début du conflit, mais pour des raisons sportives, bien sûr. Donc, je sais que étant proche des événements d'une façon ou d'une autre, je sais que ça te touche beaucoup. Mais je te dis quand même, allô, Frende, et je te demande malgré tout comment ça va aujourd'hui. Allô, messieurs, salut à tous. Ben oui, on a un contexte un peu hallucinant, un peu, comment dire, on a l'impression de revenir au XXe siècle avec les événements géopolitiques qui touchent lourdement un grand pays très très voisin de l'Europe, pour ne pas dire plus. Avec un impact évidemment dans tous les domaines, avec un impact sur le sportif, avec un impact sur l'émotion, bien sûr, qui aujourd'hui est planétaire avec les échanges d'informations permanents. Grande pensée pour toutes les personnes concernées, de près ou de loin. Je crois qu'on peut dire que c'est quasiment tout le monde. Hein. et on a évidemment un impact en Allemagne sur ça. Hein. Vous avez ici la une du dernier Bild du dimanche qui mentionnait, on va l'évoquer, messieurs, évidemment, les rapports entre Gazprom et Schalke 04, qui est l'un des grands clubs allemands, actuellement en D2, comme tout le monde le sait, mais qui s'apprête, qui souhaiterait en tout cas, la bataille est féroce, monter en première division. L'impact est européen, et évidemment mondial, et on ne sait pas trop quoi souhaiter, on a l'impression d'être... Quand on se projette un petit peu dans ce théâtre de guerre, on a l'impression d'être dans un futur complètement embrumé. On ne sait pas trop quoi souhaiter. On pourrait souhaiter naïvement que les choses cessent au plus vite. Mais évidemment, ensuite, il y a des conditions. Donc ça, c'est des choses qui nous dépassent. Je sais en tout cas, et vous serez d'accord avec moi, que dans le sport, l'impact est important. Et à l'inverse, les sportifs ont aussi, eux, peut-être des messages à faire passer, tous autant qu'ils sont, dans les sports individuels et dans les sports collectifs. Ben, tu nous mets l'eau à la bouche parce que ça va être notre premier sujet. Tu auras l'occasion, Anthony, aussi, d'élaborer là-dessus. Mais je voulais juste revenir, avant de commencer, sur le point que tu as dit, c'est un retour au siècle dernier, ce qui se passe en Ukraine. C'est presque ça. Il y a un long passif historique entre la Russie et l'Ukraine et qui remonte même jusqu'à l'époque des tsars, donc plus loin que le 20e siècle. Mais ce que tu as dit me fait penser que c'est peut-être la conséquence du fait que beaucoup de gens élisent depuis quelques années des politiques ont des idées du 20e siècle. Je sais que ça paraît cynique ce que je viens de dire, c'est un peu fort de café peut-être pour d'autres, mais quand on écoute les idées qui sont proposées alors que nous sommes au 21e siècle, je me dis, il y aurait place à quelque chose de plus innovant, si on peut dire, quelque chose avec un peu plus de vision et qui sorte même des cadres idéologiques. Mais ça, j'exprime d'une certaine façon une opinion. Comme avec mon chandail blanc, ben, j'exprime un peu mon sentiment de paix. J'ai mon côté pacifiste qui ressort. Voilà. Alors donc, j'ai passé un petit peu le message. Mais justement, voilà.
Le premier sujet d'aujourd'hui, bien sûr, on n'y échappe pas parce que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça affecte le football allemand d'une façon ou d'une autre, ça affecte le sportif de toute façon mondialement. On a vu, et tu en as parlé, David, ça a été une des premières décisions qu'on a vues dès les premières heures de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. C'est la décision notamment de Schalke 04 ou Schalke 04, comme on dit en français, de mettre fin à son partenariat de commandite, ou comme on dit en France chez vous, pour ceux qui ne comprennent pas le sens du mot, là, le sponsor, le contrat de sponsoring, donc de commandite, comme on dit chez nous, avec Gazprom, qui est un important joueur en matière de pétrole et de gaz en Europe, et dont justement la Russie tire une bonne partie de ses revenus. Ça, on ne va pas se le cacher. Et ce partenariat de commandite, on sait que Gazprom a d'autres commandites ailleurs. Je ne serais pas étonné qu'on découvre qu'il y a d'autres contrats de commandite, effectivement, ce fut le cas, qui ont été annulés. Ça a été une décision forte. Et on a appris aussi que Adidas, qui est une compagnie allemande, beaucoup de gens l'oublient, a annulé son entente avec la Fédération de football russe. Et on sait que c'est un équipementier très puissant, sinon le plus puissant avec Nike, la compagnie américaine. Ce sont des exemples parmi d'autres. Mais là-dessus, pour la première question et le premier thème de notre émission, je veux qu'on y revienne là-dessus. Quelles conséquences pensez-vous que ça va avoir? Parce que ce boycott et ces sanctions économiques qui touchent le sport et les clubs allemands, le foot allemand, la fédération allemande même d'une certaine façon, quel impact vous pensez que ça va avoir concrètement sur la Bundesliga, sur le football allemand, sur l'équipe nationale, peu importe, à court, à moyen ou à long terme, parce que là, bon, ces décisions-là, on les prend effectivement avec raison à cause de ce qui se passe, mais quelles conséquences ça va avoir? Est-ce qu'il ne va pas avoir un retour de bâton? Parce qu'il y a des conséquences à ça. Comme je l'ai soulevé tantôt, il y a une dépendance parfois. Et on le sait que l'Allemagne, avec l'histoire du pipeline aussi, avec la Russie, le fameux pipeline Nord Stream 2, si je le prononce correctement, là, il y a quelque chose là, qui se joue au niveau géopolitique. Mais la géopolitique, qu'on le veuille ou non, va toucher l'économie. Et touche l'économie, ça touche aussi le sport. Donc, toutes ces décisions-là, toutes ces sanctions. Et je vais commencer avec David, pour que tu puisses élaborer ce que tu viens de soulever en introduction. Alors, quel impact ça va avoir globalement sur l'économie du foot en Allemagne? Vous avez vu, parce qu'on est en vidéo, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent, on va décrire, ou on va faire le bruitage. Vous avez vu que Anthony et moi-même, nous sommes abondamment frottés ce qu'on a de barbe. Anthony un peu plus que moi, parce que ce sont des sujets qui nécessiteraient dans l'idéal de la réflexion. On essaye modestement d'en avoir, mais aussi une anticipation et une vision. C'est quand même compliqué. Effectivement, c'est complexe. C'est quelque chose qu'on oublie. Voilà. Dans le présent débat, on a vu d'ailleurs sur les médias sociaux beaucoup de réflexions ou de commentaires à chaud, mais qui, selon moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt derrière ça. Oui, alors déjà, parce que ça évitera qu'on se le répète tous, je pense qu'on peut être assez d'accord là-dessus, même si le débat, évidemment, est autorisé. Il est important que le sport envoie un signal fort. Je pense que les décisions qui ont été à la fois rapides et lentes, selon l'échelle dans laquelle on se place, l'échelle des civils qui souffrent sur place, pour eux, c'est tout est lent. Mais à l'échelle des institutions du sport, ça a été rapide. CIO, Fédération internationale au pluriel derrière, dans les différentes disciplines, quasiment unanime, sinon totalement. FIFA et UEFA ont pris des décisions fortes et ce sont des signaux nécessaires, ce sont des signaux clairs, forts et nécessaires de mon point de vue, même si évidemment il va y avoir bien sûr des dégâts collatéraux, notamment un impact sur les sportifs russes qui sont pénalisés alors qu'ils n'ont pas été responsables. Ça, tout le monde le dit, on peut le comprendre, mais il fallait envoyer un signal fort. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut dire peut-être en préambule, même si, bien sûr, on peut en discuter. C'est en tout cas ma position et pour moi, elle est nette. Derrière, partons peut-être très simplement de l'exemple de Schalke. Schalke avait sur son maillot le sponsor Gazprom, dans le stade aussi, mais sur le maillot, c'était 9 millions d'euros pour une saison de deuxième division et en cas de montée en première division, 18 millions d'euros, donc le double de revenus publicitaires assurés pour Schalke par Gazprom. Donc évidemment que pour un club comme ça, l'impact est fort. Mais je reste dans mon histoire, aussi bien l'ancien patron de Schalke, très riche,
son nom m'échappe à l'instant, ça va me revenir, peu importe, un patron récent de Schalke, Monsieur Clemens Tönnies, a proposé de venir en aide au club. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, à quelques kilomètres dans la Ruhr, Monsieur Watzke, patron opérationnel du Borussia Dortmund, a proposé aussi. Et je pense qu'il n'y a pas eu de vent de discussion et de vent de révolte à ce sujet. A proposé aussi, peut-être qu'Anthony a suivi encore plus précisément que moi, a proposé aussi une assistance, sous-entendu donc de Dortmund, avec l'espoir peut-être qu'il y ait aussi une espèce de collectif là derrière, en direction de Schalke. Et donc, une réaction qui montre quand même d'abord un intérêt collectif pour défendre, pardon d'employer ce terme, c'est avec des guillemets évidemment, pour défendre le faible, c'est-à-dire celui qui a un impact immédiat sur sa survie financière, sur ses finances, sur la saison sportive. Et je trouve que l'exemple de Schalke, qui était quand même très impliqué dans les relations avec la Russie, très concrètement, très directement, financièrement, sinon idéologiquement, cet exemple est intéressant. Il est intéressant sur le plan sportif, il est intéressant sur le plan humain, il est intéressant sur le plan des garde-fous ou des vases communicants qu'on peut éventuellement imaginer. Et je trouve que le signal a été bon de la part de M. Tönnies, de la part du Borussia Dortmund, de la part de la collectivité du sport en général, pour essayer de se serrer un peu les coudes. Alors, je n'ai pas étudié le dossier de manière très approfondie, mais il me semble que tous ces signaux qui ont été envoyés ces derniers jours dans le sport et avec l'exemple de Schalke, à la lumière de cet exemple, sont des signaux plutôt positifs. Et de ton côté, Anthony, avec ton propre regard sur cette actualité et sur le foot allemand, quel impact tu penses que ça va avoir, ce conflit et les décisions économiques, notamment comprises des clubs comme Schalke 04? Ben moi, je pense que je vais aller dans le même sens que David. Là, je veux dire, c'est important que les différentes institutions sportives se serrent les coudes. On a vu comme David le dit, avec le CIO, la FIFA, l'UEFA, les différentes compétitions locales aussi dans les différents pays européens qui vraiment se sont mis d'un commun accord pour dire on va essayer de limiter les sponsors russes puis d'aller dans la même direction. Parce qu'on a vu aussi à Manchester United, je pense que c'est Aeroflot, quelque chose comme ça, une compagnie aérienne russe. Oui. J'ai pas suivi le dossier à 100%, mais il me semble qu'on parle d'une résignation de contrat. Encore une fois, un peu à la Gazprom avec Schalke. Donc, si ça se produit, si l'ensemble des sponsors russes dans le football européen, même dans le sport européen en général, sont bannis, si, comme on voit avec Roman Abramovich aussi à Chelsea, dont on va se le dire, là, dont probablement on force la vente du club un peu, indirectement peut-être, là, mais je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Là. Probablement qu'il y a eu quelques appels, quelques messages subtils de hauts dirigeants pour dire bon, il faudrait que tu tasses de là, mon homme. Là. Donc, je pense que on comprend un peu le message, puis même, je ne sais pas si on va en venir là, mais peut-être voir. Là, on parle d'interdire les clubs russes de compétition européenne, mais est-ce qu'on va en venir à peut-être interdire les athlètes russes de participer à des championnats européens? On n'en viendra peut-être pas là, mais c'est quelque chose, ça pourrait être une éventualité. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs... On se pose déjà la question pour le tennis, qui n'est pas un sport d'équipe. Et là, on a interdit les compétitions par équipe avec un drapeau comme la Coupe Davis. Pour l'instant, on n'interdit pas les... On n'interdit pas les joueurs russes de participer, mais ça pourrait, si jamais le conflit s'enlise, ça pourrait devenir une possibilité de dire, est-ce que pour faire pression... Je suis complètement d'accord avec ce que la Fédération russe a dit, en partie dans le sens où c'est pas la faute des joueurs. C'est pas les joueurs, eux, gagnent leur vie en pratiquant leur sport. Ceux qui le font de façon honnête, parce qu'on sait que les athlètes russes n'ont pas toujours été honnêtes avec les répercussions que ça a eu aux Olympiques avec les scandales de dopage et compagnie. Mais ceux qui le font de façon honnête et respectent leur sport et se respectent eux-mêmes, je trouve ça dommage que ces athlètes-là aient à subir ces contre-coups-là d'un conflit qu'ils n'ont pas demandé en tant que tel. Mais je pense que c'est un message nécessaire. On sait que le sport dans la société a un rôle important. On sait que c'est autant au niveau des messages de valeur que ça envoie, tout ce qui est l'éthique sportive. Je pense que le sport est un outil puissant. Puis je crois que ces différentes institutions-là, sportives européennes, ont tout intérêt à envoyer le message à la Russie de dire ce conflit-là, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin.
Puis c'est une décision stupide que vous avez prise et vous allez en subir les conséquences au niveau sportif. Parce qu'on sait que la Russie, qui est depuis toujours, même avant avec l'URSS, qui est une puissance sportive, qui a essayé de le démontrer sa puissance par le sport, on sait que ça peut faire mal à ce pays-là de dire, bon, mais on vous coupe les valves, vous n'avez plus la possibilité de démontrer votre puissance sportive, démontrer la puissance de votre civilisation au niveau athlétique, au niveau sportif. Ça peut faire mal, Puis on le voit maintenant avec ces équipes-là, les équipes russes qui ont été bannies de la Ligue Europa, qui probablement seront bannies de la Ligue des champions pour la prochaine édition, ou des qualifications du moins, en tout cas, si jamais il n'y a rien qui se règle dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Mais c'est des décisions qui, à mon sens, vont de soi parce qu'on veut envoyer un message fort à la communauté internationale pour dire la communauté sportive en Europe est contre la guerre. On ne veut pas de cette guerre-là. On est pour la paix. Puis, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen présentement. Les seuls moyens dont on dispose, autre que le politique, c'est au niveau du sport, à mon sens. Puis, bien sûr, on peut parler au niveau économique, là, mais je pense que le sport, comme je dis, est un moyen fort d'envoyer des idées, d'envoyer des propositions. Puis, je pense qu'on l'utilise à bon escient présentement. Effectivement, historiquement, le sport a souvent eu un rôle à la fois diplomatique ou géopolitique pour envoyer des messages forts et même parfois exercer une influence dans l'histoire qui ont marqué encore les esprits aujourd'hui. On peut citer plein d'exemples, là, mais je vais m'abstenir. Beaucoup vont pouvoir les retrouver. J'ajouterais peut-être juste 2 petites choses rapidement. On sait que la Russie compte sur le pétrole et le gaz pour faire plier un peu l'Europe ou causer un peu la division dans l'opinion parce que on dépend beaucoup, malheureusement, de cette source d'énergie, alors qu'on parle beaucoup d'environnement. Et l'Europe a parlé beaucoup de transition énergétique, et l'Allemagne en a parlé aussi. Est-ce que ça peut accélérer cette transition-là pour éviter cette dépendance, et alors, à ce moment-là, avoir un autre ressort contre la Russie, même au niveau sportif, parce qu'on a parlé des commandites, donc ça diminuerait leur poids. Ça serait à suivre. Ça ne sera peut-être pas à court terme, mais à long terme, ça pourrait peut-être jouer. Puis deuxièmement, et je reviens sur un point que vous avez soulevé un peu tous les deux à votre façon, vous avez parlé justement de l'importance du sport pour la Russie. On a vu Poutine, les Jeux d'hiver en 2014, la Coupe du Monde en 2018. Le sport, pour lui, était un moyen de légitimer un peu son pouvoir. On parle beaucoup en Europe, vous parlez de soft power. Moi, je vais dire un peu une forme de diplomatie, un peu pour rendre légitime. Donc, effectivement, son pouvoir. Moi, j'aurais toujours cette image à vie au moment de la remise de la Coupe du Monde à la France. Il s'est mis à pleuvoir et il n'y avait que Poutine et ses sbires qui avaient des parapluies. Les autres, démerdez-vous. Ça coulait sur la chef d'État de Croatie et sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'était Emmanuel Macron à l'époque. C'était le président de la France. Donc, eux n'avaient pas de parapluie, c'est venu après. Je pense que ça en disait long, justement, sur à quel point Poutine a une main de fer beaucoup sur son pays. Mais toujours est-il qu'en Allemagne, c'est ça, il y a ce rapport de force qui existe. Et surtout que l'Allemagne est une puissance européenne. On peut pas, au niveau économique, on ne peut pas la négliger. Ces décisions, et que ce soit au niveau sportif et géopolitique, vont avoir, selon moi, un impact sur le reste de l'Europe et sur ce qui va suivre. Et j'ai hâte de voir la suite des choses sur ce plan. En attendant, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un mois. Il peut y avoir des développements, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais toujours est-il qu'on va maintenant revenir à quelque chose que vous affectionnez beaucoup. Moi aussi, d'ailleurs, c'est-à-dire le concret de la Bundesliga, avec notre second sujet. Et là, on va parler d'Hoffenheim. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler. Je trouve que c'est l'opportunité pour le faire. Parce que Hoffenheim est en progression au classement actuellement dans la Bundesliga. Et ils sont en position d'avoir probablement une place européenne. Et vous vous rappelez, la saison dernière, j'avais soulevé le fait que leur position au classement, c'était, je crois, 12e. C'était pas très méritoire parce qu'ils avaient été victimes de la COVID, ils avaient été victimes de blessures à des joueurs importants. Et puis, Sébastien Honest, c'était sa première année. On savait que c'était un bon entraîneur, lui qui avait fait ses dents avec l'équipe réserve du Bayern Munich. Et il était de la même famille qu'Ulionas, bien sûr, un des dirigeants légendaires du Bayern, on peut le dire comme ça. Et là, cette année, Hoffenheim prouve que, justement, ce qui est arrivé l'an dernier, selon moi, mais ça, c'est mon avis, c'est peut-être dû justement à la COVID et les blessures, et que l'an dernier, cette équipe avait joué en deçà de ses capacités. Et là, cette année, on semble voir enfin la pleine mesure de ce dont ce club est capable. Est-ce que, justement, vous pensez que c'est le cas cette année? Est-ce que c'est justement la preuve que la saison dernière était purement accidentelle et que là, cette année, on voit enfin le vrai visage de cette équipe? David, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, des éléments simples et importants à mon avis. D'abord, c'était la première saison l'an passé de Sébastien Hoeneß, le neveu de Houli, comme entraîneur de première division. Donc forcément, on essuie un peu les plâtres et il était disons il pouvait avoir une propension à commettre éventuellement des erreurs de jeunesse. Ça, c'était déjà quelque chose qui est passé. C'est-à-dire qu'il a une saison dans les pattes. Il a eu c'est le deuxième point. Il a eu des grosses difficultés à gérer un effectif. Enfin, de grosses difficultés. Il n'a pas eu de difficultés, mais il a eu beaucoup d'absents. Il y a eu énormément de blessés la saison dernière à Hoffenheim. Je les suivais, moi, pour la télévision, pour la campagne européenne qu'ils ont livrée, ces joueurs d'Hoffenheim. Et il y a eu énormément d'absents. Certains de courte durée, d'autres de longue durée, mais surtout un énorme contingent de joueurs touchés plus ou moins longtemps par effectivement le virus. Et donc, il était obligé d'aligner des équipes sans cesse différentes, avec aucune continuité. Et pourtant, il s'en est très, très, très honorablement sorti. Mais tu as raison, Mathieu, on sentait qu'on était en deçà du potentiel. Donc, il est maintenant plus installé, il est plus habitué aussi à la première division, et puis il peut toujours compter, même si certains ont quelques envies d'ailleurs, il peut toujours compter sur des piliers, de sacrés piliers. Si vous prenez le dernier match, là, la victoire difficile, mais victoire quand même contre Stuttgart le week-end dernier, 2-1 à la maison, vous voyez Baumann dans les buts. C'est un super gardien, des réflexes géniaux. Il a peut-être quelques faiblesses dans son profil global, mais c'est un très très solide gardien, fidèle en plus. Devant lui, il y avait Grilic. Lui, c'est à lui que je pensais en évoquant quelques envies d'ailleurs, notamment. Grilic, super milieu de terrain axial qui a beaucoup manqué quand il était absent. Encore devant Grilic, un cran au-dessus, toujours dans la même nationalité, en l'occurrence l'Autriche. Baumgartner a obtenu la meilleure note dans le Bild. Baumgartner, c'est un joueur, un impact player, comme on pourrait dire en Amérique du Nord, n'est-ce pas? C'est un joueur, c'est un joueur qui apporte quelque chose avec un profil un peu particulier. C'est pas un pur attaquant, c'est pas un pur milieu de terrain. C'est un joueur qui vient un peu entre les deux. Des joueurs comme Kader Jabek en défense, comme Benjamin Hübner, sont des joueurs essentiels. Kramaric a des hauts et des bas, bien sûr, a peut-être envie d'aller voir ailleurs aussi à un moment donné, mais ça reste un attaquant formidable, pour moi l'un des tout meilleurs du championnat. Et puis il y a la révélation Raum, le latéral gauche, évidemment. Peut-être que Anthony a suivi aussi la progression de ce défenseur. Geiger, Bebou s'est installé aussi, international allemand en puissance sur le front de l'attaque. Jorginho, venu de France, en attaque aussi intéressant. Voilà des joueurs surprenants qui peuvent effectivement surprendre les défenses adverses. Ce cocktail-là avec Hoeneß, qui est un excellent jeune entraîneur, trentenaire dans la génération des Nagelsmann, avec des joueurs concernés, qui veulent avancer, un club où il n'y a pas forcément une énorme pression populaire, où il n'y a pas forcément une espèce de tension permanente, une espèce de solennité permanente, une espèce de dramatisation permanente. Il n'y a pas la presse féroce sur le dos du club. Voilà quelques éléments avec la capacité à réussir à installer un collectif, mais ça c'est Hoeneß qui en est à qui il faut en donner le crédit. Je trouve que là on a une équipe qui pour moi est candidate entre la 4e et la 6e place, très, très évidemment. Sportivement ça tourne. On s'est relevé de soucis importants, on a fait front, on a réussi à construire à cimenter un collectif, et au moins pour cette saison, sans vouloir se projeter trop loin, au moins pour cette saison, oui Mathieu, je suis d'accord avec ton espoir et ton diagnostic, Hoffenheim peut prétendre à une qualification européenne, doit même presque rêver à une qualification en Ligue des Champions, évidemment, on le sait, avec Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, les 4 gros, ça va être difficile malgré tout à atteindre. Anthony, toi, qu'est-ce que tu penses de la saison de Hoffenheim par rapport à l'an dernier? Ben, honnêtement, moi, je me rappelle quand on avait fait le bilan de mi-saison, il y avait un des thèmes qui était quelle équipe vous pensez quelle équipe vous surprendra, quelle équipe va faire une remontée. Puis j'avais évoqué Hoffenheim dans un de mes deux choix. Puis ben, je pense que écoute, on le savait que cette équipe-là avait un potentiel. On savait que Sébastien Hoeneß était un jeune entraîneur qui pouvait mettre un certain temps à placer sa patte sur le jeu, mettre en place son schéma tactique.
On sait qu'il y avait eu une saison pour le faire, mais en une saison, on n'a pas le temps de tout révolutionner, tout changer. Il y a eu la COVID, il y a eu le parcours, on jouait sur deux fronts, il y a eu le parcours en Europa League, le parcours en Bundesliga qui a été compliqué aussi. Donc, ça n'a pas été une saison facile l'an dernier. Comme tu l'as dit, David, la moitié de l'effectif ou à peu près a été à un moment ou un autre affecté par la COVID. On a eu des blessures. Donc, je pense que là, Sébastien Nunes a eu le temps de se pencher avec les dirigeants sur la situation, de dire bon, il nous manque des joueurs à tel ou tel endroit. Tu as évoqué le jeune David Raum qui fait un excellent travail dans le couloir gauche, qui est probablement un des meilleurs latérales allemands, un des meilleurs latéraux en Bundesliga cette saison. Ses centres sont, ma foi, précis au millimètre. C'est vraiment un régal de le voir jouer semaine après semaine. Tu as évoqué aussi Jorginho Rutter, le jeune Français qui, on n'en parle pas trop, mais est quand même rendu à 6 buts du haut de ses 19 ans. Quand même pas mauvais pour une première saison en Bundesliga. Donc, c'est un effectif qui déjà était solide l'an dernier, qui avait été quand même touché par les blessures, par la COVID. Maintenant, on a un effectif qui est en santé. On a un Kramaric qui semble revenu, même si son rôle n'est pas nécessairement le même, on le sait, joue un peu plus en 9,5, 10, on ne sait pas trop. C'est un peu un électron libre, là, M. Kramaric, cette saison. Joue un peu un rôle, le métronome en même temps d'être le fabricant de jeu. Son rôle n'est pas nécessairement aussi défini, mais je pense que c'est ce que Sébastien Nunes voulait de Kramaric, c'est-à-dire pas nécessairement uniquement un buteur, mais un joueur qui peut influencer le jeu d'une autre façon, un peu à la Max Kruse lorsqu'il était à l'Union Berlin. Un joueur qui peut la mettre au fond, qui peut finir, qui est un clinical finisher, comme on dit en anglais, mais qui peut aussi être à l'origine des jeux. Donc, je pense que c'est ce que André Kramaric est en train de devenir du côté d'Offenheim. Puis, étant bien entouré, tu as mentionné aussi le jeune Baumgartner, le jeune Autrichien, qui fait très, très bien, qui avait été cité à Manchester United l'an passé, qui, il y a plusieurs joueurs dont des rumeurs émanent, là, qui évoluent à Offenheim présentement. Mais oui, c'est un effectif qui a été bonifié cet été, qui est de retour en santé. Puis on a un entraîneur qui a plus confiance en ses joueurs, qui connaît davantage son effectif, puis qui a été capable de mettre son schéma tactique en place. Donc je pense que si on mélange tout ça, ça fait une bonne recette. Je veux dire, il n'y a pas d'autres juste le mot outcome, d'autres résultats possibles. Donc, je pense que du côté de l'Offenheim, on va avoir une belle fin de saison. Comme vous le dites, messieurs, je pense qu'entre la 4, 5, 6e place, c'est réaliste. Là, présentement, on est à la 6e place. Je pense qu'on peut être très satisfait de l'endroit où on est au classement. Sauf que là, ça va être à voir. Est-ce qu'on va être capable de bien gérer la fin de saison? Est-ce qu'il va y avoir des blessures encore? Est-ce que le protocole COVID et compagnie, c'est terminé? Est-ce qu'on met ça derrière nous? Ou est-ce qu'on va encore avoir des petits pépins de ce côté-là? On n'est jamais à l'abri. Mais au moins du côté d'Offenheim, avec la profondeur qu'on a présentement, on est allé chercher aussi des excellents joueurs en prêt. Hein. On regarde Angelo Stiller qui a quand même 17 apparitions, le jeune joueur du Bayern en prêt. Je ne me rappelle plus s'il est en prêt ou s'il a été acheté. Il me semble qu'il est en prêt avec option d'achat. Donc, on est allé chercher des jeunes joueurs en prêt. On leur donne des minutes. On a des jeunes joueurs issus de l'académie. On leur donne des minutes. On a des bons transferts qu'on a fait pour boucher des trous un peu partout. C'est parfait, c'est une bonne recette. Donc, chapeau à M. Honest, puis je pense qu'Offenheim, vraiment, s'en va dans la bonne direction. Ce club-là ne cessera jamais de nous surprendre, malgré le fait qu'on dit qu'il y a un propriétaire qui a les poches profondes. C'est pas un club qui surdépense et qui arrive à faire beaucoup avec peu, comme beaucoup de clubs en Allemagne, mais Offenheim en particulier. Cela dit, je suis d'accord un peu avec David. Finir dans le top 4 pourrait être difficile, mais à une place européenne juste en dessous, je pense que c'est réalisable. Et je le leur souhaite parce que c'est une belle équipe cette saison. Puis moi, j'étais déjà convaincu, j'étais un des premiers à défendre cette équipe. Lorsque justement, tu parlais du bilan, mais quand on avait fait le bilan de saison l'an dernier, j'avais dit qu'Offenheim jouait un peu en deçà de ses capacités. C'est pour ça que je revenais là-dessus. Pas parce que j'aime marteler les mêmes clous, là, mais parce qu'à un moment donné, c'est bon d'avoir un peu de mémoire des fois. Et je trouvais, moi, que cette équipe, cette année, enfin, performe à la hauteur des attentes et est en progression. Et il y a une marge de progression en plus encore, je crois, au sein de cette équipe. Alors, ça sera à suivre d'ici la fin de la saison. Passons au troisième sujet, et ça, j'ai bien hâte de vous entendre également là-dessus.
c'est au sujet du Bayern Munich qui a une liste de blessés là, qui commence à se rallonger et qui commence à avoir quelques autres ennuis. À titre d'exemple, son gardien numéro 1 titulaire, Manuel Neuer, est blessé pour plusieurs semaines. Et donc, le Bayern est privé un peu de son joyau. C'est un des meilleurs gardiens au monde, Manuel Neuer, notamment parce que c'est un des rares gardiens qui pratique pratiquement le rôle de libéraux au sein de cette équipe. Alors, ça change le style de jeu. Quand ce n'est pas lui qui est dans les buts, je trouve que ça paraît dans le style de jeu du Bayern qui a montré beaucoup moins de certitude ces dernières semaines, malgré certaines réussites face à des clubs prenables. Mais on a senti, par exemple, en Ligue des Champions, que le club n'a pas performé nécessairement à la hauteur. Et là, en plus, il y a Niklas Süle, on sait qu'il va partir à Dortmund l'été prochain. Et je sais qu'Anthony, ça va peut-être le faire sourire un peu, tout dépendamment comment il considère Niklas Süle. Mais ça reste quand même que c'est un défenseur au sein du Bayern. Avant sa blessure l'an dernier, il était quand même relativement assez solide. C'est donc une perte. Est-ce qu'on peut se demander à propos de son engagement d'ici la fin de la saison? C'est une question qui peut se poser. Et là, il y a des... J'ai vu passer ça, des critiques sur les choix de Julian Nagelsmann. Je sais que c'est un jeune entraîneur et il lui arrive parfois de faire des choix audacieux qui ne rapportent pas toujours. C'était le cas avec Leipzig et c'était le cas même à l'époque où il était à Hoffenheim aussi. Il prend des risques parfois et ça se retourne contre lui. Alors, on critique un peu ses choix parce que le Bayern a un côté un peu plus pragmatique. Et moi-même, je sens que malgré que le Bayern tourne encore au sommet du classement, ce n'est plus ce Bayern qui était le rouleau compresseur sous Hansi Flick, qu'on avait l'impression que c'était une montagne infranchissable. Alors, je pose la question à David. Est-ce qu'on peut craindre des effets sur le classement et surtout en Ligue des Champions, étant donné les performances récentes du Bayern qui n'ont rien de rassurant, avec notamment l'absence de Manuel Neuer, le fait que Zula, et qui sait, il y a d'autres joueurs, on a parlé souvent des joueurs qui contestaient la vaccination au sein du club par rapport à la COVID, alors ça peut créer des divisions dans le vestiaire, on en a parlé. Il y a les choix de Nagelsmann, c'est sa première saison, puis le Bayern, c'est une institution, il faut parfois marcher droit. Quand on met tout ça dans la balance, là, comment on évalue ces performances-là du Bayern, pas juste en Allemagne, mais sur l'échelle européenne, David? Mais il y a plusieurs échelles de temps qui se superposent. Au moins deux. J'en vois au moins deux. Allez, trois. La première, c'est le match retour contre le RB Salzbourg, appelé FC Salzbourg, en Coupe d'Europe, pour des raisons de règlement. Ça, c'est l'échelle de temps 1. Il faut se qualifier contre Salzbourg. Et vous savez très bien que les gros clubs, la Juve, le Real, le Barça, on n'en parle plus puisqu'ils sont actuellement en déliquescence, mais je veux dire, ils sont plus friables en tout cas. Mais les très gros clubs se qualifient souvent de manière... alors, je cherche une traduction française pertinente au titre du livre du tennisman américain Brad Gilbert, qui s'appelait Winning Ugly. Gagner salement. Gagner salement. Oui. Oui, ça se dit gagner salement, c'est-à-dire gagner, mais sans passer par... sans la finesse, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on peut imaginer, parce que vous avez vu, au match aller comme Salzbourg est une belle équipe dynamique avec des joueurs de talent, et malgré l'absence et la blessure précoce de Okafor, elle a posé de gros problèmes au Bayern, qui n'a égalisé qu'en fin de match. Ouais. On sent que dans la synergie Red Bull, Salzbourg vient un peu en deuxième derrière Leipzig, mais dans le championnat autrichien, là, on voit que c'est le club un peu dominant. On amène des joueurs là qui... il y a notamment un Américain, Brandon Aronson, que nous, on connaît ici, qui est une belle pépite et qu'on va voir progresser, je crois. Mais donc, on peut imaginer un scénario avec un Bayern encore, effectivement, un peu K1, KA, un peu claudiquant, qui viennent avec par exemple, si un jeune de l'équipe autrichienne s'en va seul au but, on peut imaginer qu'un Upamecano, qu'un Zule, qu'un Pavard, qu'un Hernandez mettent un coup d'épaule à la limite, quoi. Pour mais dire, justement, par exemple, Upamecano, on a des doutes sur son recrutement, par exemple. Son nom a été lui aussi revenu dans les critiques. Ben là, c'est là où on va pouvoir aborder les autres échelles de temps. C'est-à-dire, la première échelle de temps, c'est se qualifier contre le club de Salzbourg pour se donner justement le temps de retrouver quelques joueurs importants. On pense évidemment d'abord à Goretzka pour le tour suivant, c'est-à-dire le quart de finale. Pour le championnat, j'ai envie de répondre à ta question, il n'y a pas d'adversaire en Bundesliga. Donc ça, je ne vois pas trop. Après, on se moquera de moi. Vous moquerez de moi volontiers dans l'émission de fin de saison
si le Bayern se fait dépasser par un Dortmund. La Juventus a fini par tomber un jour de son championnat. Ça va arriver fatalement un jour au Bayern, je le dis, avec tout le respect que j'ai pour l'institution. Et en plus, il n'y a pas un écart de 15 points par ailleurs. Mais donc ça, c'est la première échelle. Deuxième échelle de temps, c'est effectivement gérer la saison actuelle. Et là, effectivement, il y a des pièces qui sont un peu éparpillées encore. Il y a eu des blessures, il y a eu des gens victimes du virus à plusieurs reprises pour certains. Kimmich, on l'a bien vu, ne fonctionne jamais aussi bien que quand il a Goretzka à côté de lui, ça c'est vrai, c'est sûr. Et c'est criant quand il n'y a pas la paire, même si Tolisso a montré beaucoup de séquences solides dans cette zone du terrain. Sané a largement amélioré sa palette de jeu avec notamment des efforts défensifs qui, moi, m'impressionnent, mais il a encore aussi beaucoup de déchets. Gnabry a baissé, soyons indulgents, mais il n'a pas le rendement qu'il a pu avoir il y a quelques mois. Kingsley Coman ne peut pas être décisif à chaque match. Lewandowski a besoin qu'on le serve. Et puis, la défense, Tang, c'est évident. Ulreich, qui est un très bon gardien sur sa ligne, n'a pas forcément, et dans les face-à-face aussi, n'a pas forcément l'envergure de Neuer, pour pas dire qu'il ne l'a pas du tout. Et puis la défense n'est pas en place. On a laissé partir Alaba. C'est une grosse perte, là, on s'en rend compte, Alaba, c'est une grosse perte. Là. Alaba, bien sûr. Jérôme Boateng, ça pèse. Hummels n'a pas plus... que Lyon, Boateng, je pense qu'il regrette un peu son recrutement, quand même. Non, oui, mais c'est pas ça. Mais c'est pour dire qu'il faut remplacer ces joueurs-là. Il faut recréer quelque chose. Il faut recimenter la défense. Et aujourd'hui, on n'y est pas. C'est aussi parce que, et j'en arrive au troisième point et à la troisième échelle de temps, c'est aussi parce que Nagelsmann, c'est un homme de laboratoire. C'est un chimiste. C'est un homme à qui on a donné 5 années de contrat. C'est inédit dans l'histoire du football allemand. C'est inédit au Bayern, bien sûr. Ah, et ça, donc, oui. Nagelsmann, il essaye alors évidemment, il veut optimiser le temps court, mais il essaye aussi d'installer des choses. Et en Allemagne, on se dit, bon, peut-être que des choix un peu plus conservateurs, avec Heinkes, ça marchait, un jeu simple en 4-2-3-1, avec Flick, ça a marché, des choix assez conservateurs aussi, avec les autres entraîneurs comme Hitzfeld, c'était aussi assez conservateur, et ça avait fonctionné parce qu'il y avait cette formidable puissance collective. Nagelsmann essaie de sortir de ça. Et évidemment, c'est un peu courageux, c'est un peu téméraire et ça ne va pas marcher à chaque match. Il y a déjà 5 défaites, je crois, en championnat. Non, 4 défaites en championnat. Mais c'est déjà beaucoup. Et pourquoi je voulais en arriver à cela, c'est la fin de mon propos, c'est que le Bayern, messieurs, retenez bien ceci, le Bayern est en train, avec les nouveaux dirigeants, avec Oliver Kahn, avec Salihamidzic comme directeur sportif, avec la direction aussi nouvelle après Rummenigge et Eunès, le Bayern est en train de chercher à muer en club vendeur. Ce que le Bayern n'a jamais fait jusqu'ici. Le Bayern n'a jamais été un club vendeur, c'est-à-dire faire de la plus-value sur des transferts. C'est quelque chose qui est une réelle révolution au Bayern, qui sera, parce que c'est en train de se mettre en place, une évolution forte. On fait attention à ses finances, et en temps de pandémie, en temps d'incertitude, en temps de stade à moitié vide, pour ne pas dire complètement vide, le Bayern entend continuer à faire attention à ses finances. Et pour cela, il a estimé qu'il pouvait être nécessaire de basculer dans un autre type de management, dans un autre type de système économique et de devenir donc, au moins peut-être en partie, au moins peut-être sur certains joueurs, un club vendeur. C'est très étrange, ça donne le vertige, je pense, aux supporters historiques, mais dans le football d'aujourd'hui, Dortmund l'a expérimenté avec beaucoup de succès sur le moyen terme récent. On doit peut-être acheter un joueur 10, 15, allez, à l'arrache 20 millions d'euros pour le revendre 4 fois plus cher. Peut-être que le Bayern considère qu'aujourd'hui, il doit aussi entrer dans ce système pour pouvoir assurer aussi son avenir financier.
Oui. Et pour revenir au classement, ben, un truc peut-être qui aide le Bayern à respirer, c'est que Dortmund, qui est le plus proche derrière au classement, ben, est privé de son joyau, hein, avec Erling Braut Haaland qui est blessé. Ce qui n'aide pas. Je vois Anthony Tessier derrière qui sourit un petit peu en coin. Probablement qu'avec un Erling Braut Haaland en santé, on parle pas tout à fait de la même chose. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves, mais en même temps, ça ne me surprend pas tant que ça, considérant que le Bayern a toujours été réticent à dépenser, contrairement à des clubs comme le Real Madrid, comme le PSG surtout. C'est pas un club qui avait l'habitude de toute façon de jeter son argent par les fenêtres. Il dépense plus que la moyenne, d'accord, et plus que les clubs allemands, mais on se faisait fort de dire on ne dépensera jamais 100 millions pour un joueur. D'ailleurs, Lucas Hernandez, 80 millions, c'était déjà critiqué à l'époque. Hein? C'était déjà considéré comme beaucoup d'argent. Alors, je suis pas sûr, moi, que le Bayern, en prenant cette décision-là, c'est une manière de se dire non, aussi, on s'engagera pas, et je comprends effectivement la pandémie, là, dans des dépenses somptuaires, hein, qui sont dignes parfois par rapport de certaines autres entreprises, si je peux dire comme ça. Ouais. Maintenant, je vais laisser Anthony s'exprimer sur la situation au Bayern. Probablement que il va. Le partisan de Dortmund en lui, parce que David, on sait que lui est partisan du Bayern un petit peu, mais il est dans la mesure. J'ai hâte d'entendre justement à quelle mesure. Et dans quelle mesure même? Anthony va s'exprimer sur le sujet du Bayern, donc par rapport à ce qui se passe présentement. Alors, on t'écoute. Ben, honnêtement, encore une fois, je ne peux pas être en désaccord avec David parce qu'on, comme on dit, comme David l'a dit. T'es diplomatique. Oui, mais en fait, je suis réaliste, je veux dire, dans le sens où je pense que Nagelsmann est là depuis même pas un an. Il faut lui laisser quand même le temps de mettre son jeu en place, d'évaluer ses besoins sur les marchés des transferts. Il faut, comme l'a dit David, on a des Boateng qui sont partis, des Alaba, on a un Thiago qui est parti l'an passé. On a des pièces maîtresses de l'effectif qui ont quitté ou qui ont été, qui sont absents cette année pour la COVID ou qui ont eu des blessures. Bon. C'est clair que l'équipe n'a pas la même profondeur comme à exactement. l'époque avec Hansi Flick où ils ont vraiment tout balayé. Là. On est rendu avec des joueurs de 16-17 ans sur le banc qui ont des minutes. Là. Est-ce que ça se voyait au Bayern il y a 4-5 ans? Absolument pas. Absolument pas. Donc, c'est des choses qu'on ne voyait pas parce qu'on n'a pas nécessairement, à cause de la COVID, les mêmes moyens financiers qu'on avait par les années passées. Les disponibilités des joueurs sont peut-être moins là aussi. Peut-être qu'on est plus gourmand du côté des agents de joueurs aussi. Donc, les agents sont rarement pas gourmands. C'est ça. C'est rarement à la baisse. Hein? Donc, je pense que du côté du marché des transferts, le fait que le Bayern devienne plus un club qui développe des jeunes joueurs, je pense que c'était inévitable. Surtout, si on regarde plus de place. Il y avait un certain développement qui existait avant, mais on ne laissait peut-être pas toute la place à monter dans l'équipe première. Je pense qu'on mettait l'emphase sur le développement des joueurs qui faisaient partie de l'académie du Bayern Munich. C'était pas nécessairement aller faire un peu comme Dortmund puis aller chercher des joueurs de 16 ans, 17 ans dans des académies des autres équipes. On a vu le Bayern qui l'a fait avec Kouassi, qui est allé chercher des joueurs au PSG ou autre équipe, qui vont chercher des joueurs qui n'ont pas 18 ans encore, mais on les amène dans les rangs des équipes de jeunes pour les faire progresser ensuite vers l'équipe première. C'est des choses qu'on ne voyait pas le Bayern faire auparavant. Donc, je pense que ça va être de plus en plus la norme parce que si on regarde le modèle du football allemand, c'est pas un modèle de big dollars, là. C'est pas un modèle on ne jette pas l'argent par les fenêtres en Allemagne. C'est ce que j'aime. C'est pas un modèle de foot comme à l'anglaise ou à l'espagnol ou à l'italienne même, parce qu'en Italie, ça a été plus compliqué. Et entre parenthèses, il y a pas mal plus d'oligarques russes en Angleterre qu'en Allemagne, je pense. Oui. Non, c'est ça. Donc, je pense que le côté pragmatique des Allemands au niveau économique est très... on le voit dans la Bundesliga, on voit le modèle d'affaires qui est très différent, on voit ça se répercute sur le modèle sportif. Donc, je pense que du côté du Bayern, on va voir une transformation, d'autant plus que Nagelsmann est connu comme étant un entraîneur qui donne des minutes à ses jeunes joueurs, qui les intègre dans son schéma tactique le plus souvent possible. Donc, il vient de clubs qui avaient un peu ce modèle-là, Hoffenheim et puis Leipzig. Donc, je pense que pour lui, pour son cheminement personnel, c'est de garder la même philosophie, mais avec un peu plus de moyens financiers. Donc, c'est d'avoir la même approche tactique, la même approche philosophique au niveau des transferts, mais en ayant plus de moyens sur la table pour dire, à la place d'aller chercher un joueur pour 2 ou 3 millions dans un petit club de deuxième division française, je vais aller chercher un joueur en première division espagnole pour 10-15 millions, puis on va le revendre dans quelques années pour
bon, comme disait David, un 75-80, quelque chose comme ça. Un peu comme Dortmund fait. T'sais. Donc, je pense que c'est la direction que va prendre le Bayern dans les prochaines années. Parce qu'on sait que c'est un club qui est en immense santé financière. C'est un des clubs, sinon le club qui a le plus de bénéfices en Europe, qui fait les plus grandes marges de profit, a payé son stade avec une vingtaine d'années d'avance. Je veux dire, c'est une réussite financière, le Bayern Munich. C'est une institution qui a du succès autant au niveau économique qu'au niveau sportif depuis des décennies. Mais cette année, ça a été plus difficile parce qu'on a un paquet de facteurs. On a eu la COVID qui n'a pas aidé. Donc, au niveau économique, c'est plus compliqué parce qu'on ne remplit pas le stade, on n'a pas les mêmes revenus. On a un changement d'entraîneur qui fait en sorte qu'on doit mettre un nouveau schéma tactique en place. On a les joueurs qui doivent s'adapter à ce schéma tactique-là. On a des nouveaux joueurs qui arrivent, tout simplement, ne connaissent pas le schéma tactique, que ce soit l'ancien, que ce soit le nouveau, donc doivent s'adapter, s'intégrer. S'intégrer aussi au mode de vie en Allemagne, qui n'est pas le même, possiblement, que dans du pays duquel ils viennent. Donc, c'est un paquet de facteurs qui font en sorte que, bon, il faut laisser du temps au Bayern Munich. Je pense que c'est un club qui nous a habitués dans les dernières années à plus souvent qu'autrement sortir au top. Donc, même malgré les mini-crises à l'interne qu'on a vues dans les dernières années, ce club-là a toujours réussi à s'en sortir puis à faire partie des meilleurs clubs d'Europe. Donc, moi, je suis vraiment pas inquiet pour le Bayern Munich, à mon grand désarroi. Là, je veux dire, je pense que pour le Borussia Dortmund, c'est pas nécessairement un bon signe, mais dans le sens que je pense que pour le Bayern Munich, pour les supporters du Bayern, on n'a pas à s'inquiéter. C'est qu'une question de temps. Les choses vont finir par se replacer. Puis, oui, on parlait de la blessure de Manuel Neuer, mais je pense que on commence à tomber un peu dans la réalité de son âge. Là. Je veux dire, le monsieur est rendu à 34-35 ans. Il n'est pas éternel, là, Neuer. Donc, je pense qu'il va falloir penser à une transition. Il va falloir commencer à avoir des remplaçants potentiels qui ont un style de jeu peut-être similaire, qui sont capables de jouer le libéraux. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, pour ne pas dire pas du tout. Pas du tout, exact. Non, mais il va falloir revoir la façon de jouer, dépendamment du gardien qu'on va mettre titulaire. Comme tu dis, Mathieu, le style de jeu du Bayern change complètement. On n'est pas capable de construire à partir de l'arrière de la même façon quand c'est Neuer que quand c'est Ulreich, par exemple. Ouais. Il y a vraiment le schéma tactique n'est pas le même. Quand c'est Neuer, on a confiance. Si on n'a pas d'option, on se retourne vers l'arrière, on passe à Neuer, puis on repart. Tout de suite, le bloc bouge, puis on repart en largeur. Donc, c'est facile quand c'est Neuer, parce qu'on a confiance, on sait ce qui va arriver, on sait que le ballon va se rendre à destination, on sait qu'il va faire les bons choix. Quand c'est Sven Ulreich, je veux pas dire que Sven Ulreich est un mauvais gardien. Au contraire, c'est un très bon gardien. S'il est au Bayern Munich, c'est qu'il a prouvé sa qualité auparavant. C'est un autre profil. C'est un autre profil, exactement. Donc, je pense que pour ce qui est du Bayern, il va falloir s'habituer à une absence de Manuel Neuer parce que c'est une réalité. Il va prendre sa retraite éventuellement. Donc, il va falloir penser à faire évoluer le schéma tactique pour l'après Manuel Neuer. Oui, il ne veut pas se retirer encore. Hein. Non, mais éventuellement, on peut lui donner encore un bon 2-3 ans de bon football. Il faut l'anticiper quand même. On est d'accord. Il faut se mettre la table. Le plus bel exemple, là, j'ai parlé du départ de Niklas Süle. C'est peut-être l'occasion de recruter un défenseur qui va être capable de jouer dans d'autres configurations, considérant qu'on n'aura pas un gardien libéraux. On envisage la chose à long terme, mais le Bayern est très bien capable de penser à ça. Donc, c'est peut-être l'opportunité de dire on va se trouver un défenseur qui a un profil qu'on n'a peut-être pas eu, qui est différent et qui est capable justement de défendre ou de relancer dans une situation où on n'a pas un gardien libéraux pour nous couvrir derrière. Ouais. Ça, je ne dis rien. Quatrième sujet maintenant. Plus triste, mais peut-être avec une lueur d'espoir, dépendamment de ce que vous allez répondre. On va parler du Borussia Mönchengladbach qui est toujours incapable d'enchaîner les victoires et j'irais jusqu'à dire une séquence positive. C'est vraiment une saison à oublier dans leur cas. Ils ont même récemment subi une humiliation face à Dortmund, ce qui n'est pas pour déplaire à Anthony, d'accord, mais en tout cas, à Mönchengladbach, quand tu te prends un 6-0 dans la tronche, ça laisse des traces. Et j'en viens à poser la question, est-ce qu'Adi Hutter, tout bon entraîneur qu'il soit, il l'a prouvé avec Francfort au cours des dernières années, tout bon entraîneur qu'il soit, est-ce qu'il est à sa place à Mönchengladbach? Est-ce que son poste est en danger à cause de la saison qu'il connaît maintenant? Ou bien s'il y a d'autres circonstances qui expliquent les insuccès de Mönchengladbach et que la direction pourrait se dire, il y a des circonstances, on va laisser la chance, un peu comme
pour reprendre l'argument tantôt de David, et même toi, Anthony, Nagelsmann, ils ont le signé 5 ans. Bon, la première saison, même si c'est plus positif, il y a eu des critiques, mais on va lui laisser la chance d'installer vraiment son style, son jeu. Est-ce qu'on va faire la même chose avec Adi Hutter au sein de Mönchengladbach? Alors, je pose la question, est-ce qu'il est là pour rester? Est-ce que son poste est en danger? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, mon cher David? Alors, il y a un ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby en conférence de presse qui avait dit un jour, pardon de cette trivialité, tu m'emmerdes avec tes questions. Il avait dit. Ça, c'est pas un entraîneur de rugby, ça, mais en même temps, conférence de presse, ils ont. Le problème de Mathieu, c'est qu'il pose des questions extrêmement délicates, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vais vous donner quelques éléments. En crevant le suspense tout de suite, j'ai de gros doutes sur la greffe Adi Hutter à Mönchengladbach aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Quelques exemples qui vont un peu dans ce sens. Individuel d'abord. Il y a des symboles dans ce club. Matthias Ginter, par exemple, champion du monde, si je me souviens bien, en défense. Il est complètement absent et c'est terrible quoi, pour l'équipe de Mönchengladbach parce que c'est typiquement le genre de joueurs qui doivent, là pour le coup, je ne veux pas pointer que sur lui, mais cette stature de joueur doit vous amener vers les places européennes. Et il est défaillant. Et autour de lui, ça fait le château de cartes un peu. Nico Elvedi, très bon défenseur suisse, international. Cette saison, waouh, c'est compliqué. Ben Sebaini, formidable contre-attaquant algérien sur le côté. Ça peut être très bon, ça peut être très mauvais. Konrad Leiner, bon, voilà un bon joueur aussi en défense, mais c'est pas non plus Cafou, quoi. Malgré sa vitesse, parce qu'il est rapide, Leiner, quand même. Oui. Et puis alors devant, Pléa, Thuram n'a pas été impliqué dans un seul but cette saison encore. Mais c'est alors à un moment donné. Mais je pense qu'il a marqué lors du dernier match contre Wolfsburg, si je me. On l'a pas vu cette saison. Alors non, mais c'est voilà. Mais après je grossis un peu le trait, mais il me semble que l'équipe est en perdition et en plus, alors là, sur les 5 derniers matchs, ils ont dû en gagner un, je crois. On a eu l'impression qu'il y avait du mieux à Mönchengladbach. À la limite, le 2-2 contre Wolfsburg n'est pas forcément honteux. Mais on sent que l'équipe, elle est démantibulée, elle est désarticulée. Il peut y avoir effectivement, parce qu'on a cité quelques joueurs là qui ont quand même un sacré niveau individuellement. Marcus Thuram, il a d'autres ambitions que d'être 14e de Bundesliga, je pense. Alassane Plea, il a d'autres ambitions que de tirer à côté de la cage. Ah oui. Neuhaus, il a des ambitions de jouer en équipe d'Allemagne. Kramer et Ginter sont champions du monde. Enfin voilà. Donc, et puis Sommer, pareil, dans les buts. Donc cette équipe ne ressemble pas à ce qu'elle devrait être et forcément qu'il y a une responsabilité de l'entraîneur. Vous vous souvenez, en fin de saison dernière, il y avait cette espèce de jeu de chaise musicale avec Rose qui est parti, à Francfort, il y a eu changement d'entraîneur aussi avec Glasner et on se doutait que tous ces changements n'allaient pas être tous pertinents. Pour Francfort, il a fallu plusieurs mois, mais maintenant ça va mieux, même s'il y a eu la courte défaite contre le FC Bayern, mais Francfort va clairement mieux. Et voilà. À Dortmund, Anthony aura probablement plus approfondi le sujet que moi, mais avec Marco Rose, on n'est pas dans la pleine carburation non plus. Hutter est peut-être le plus en difficulté parmi les entraîneurs intéressants de la saison dernière qui marchent pas bien cette saison. Moi, je suis assez pessimiste sur la saison de Gladbach, même si, pour ce qui est d'un scénario catastrophe et d'envisager une descente, je pense qu'il y a quand même tous les joueurs dont on a parlé suffisent sur un coup de patte pour sauver l'équipe. Mais voilà, pour répondre précisément à ta question, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas entre Hutter et les joueurs, mais clairement, il n'y a pas de fluide. Et certains... Alors, ça me fait penser un peu au Wolfsburg de la saison dernière. On a l'impression que ça tire un peu dans tous les sens. Certains se sont éclipsés, on pensait peut-être un peu trop à leur avenir, reviennent mais sur un match, puis redisparaissent. Et il n'y a pas une impression de puissance qu'avait pu dégager Gladbach lors des saisons
où il y a eu de la réussite les saisons passées récentes. Il n'y a pas Effectivement, on n'a aucun match référence pour Mönchengladbach cette année. C'est ça. Alors, je parle beaucoup et longtemps. Mon diagnostic n'est pas extrêmement précis, mais je ne suis pas très optimiste à court terme pour un Gladbach qui renverserait des montagnes sur les journées qui restent. Mais je comprends qu'Adi Hutter n'est pas un vilain entraîneur, mais la greffe, effectivement, peut-être avec l'identité de Mönchengladbach cette dernière saison, n'a pas pris. Je comprends ta réponse. Anthony, qu'est-ce que tu as à dire sur Mönchengladbach? Comme vous dites, messieurs, il n'y a pas de référence. On ne sait pas de quoi cette équipe-là est capable. En fait, on le sait parce qu'on sait individuellement de quoi ces joueurs-là sont capables. On a vu les Florian Neuhaus en équipe d'Allemagne, on a vu les Jonas Hoffmann en équipe d'Allemagne, on a vu les Jan Sommer, tout flamme en équipe de Suisse. Thuram, on a vu Alassane Plea même la saison dernière qui plante un 10-12 buts. Je veux dire, c'est des joueurs dont on connaît les capacités. On sait que ce sont individuellement des hommes qui ont un talent exceptionnel, qui aspirent à jouer pour un club de top 5, voire top 4 dans cette ligue-là. Puis cette année, ça ne fonctionne pas. Donc, je me demande justement si au niveau de l'ego de ces joueurs-là, du talent peut-être un peu plus élevé que ce que Adi Hutter avait été habitué d'entraîner, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que Hutter a de la difficulté à s'imprégner, à implanter son jeu sur des joueurs qui ont peut-être un ego un peu plus élevé? On sait, à l'Eintracht, oui, il disposait d'un effectif qui était quand même assez bon. Il y avait des bons joueurs à l'Eintracht. Francfort était un bon club l'an dernier, on sait. Mais est-ce qu'on avait autant de talent que ce dont on dispose présentement à Gladbach? Je pense pas. Je veux dire, on a des joueurs exceptionnels qui sont sélectionnés en équipe de France, sélectionnés en équipe d'Allemagne, qui ont fait un quart de finale de l'Euro en Jan Sommer, en Nico Elvedi. Je pense qu'on a vraiment un effectif qui, comme tu le dis, David, je pense que la relégation, on peut oublier ça parce que, écoute, là, on est quand même sur de la qualité. On a sur un match ou deux, on peut s'en sauver uniquement avec la qualité individuelle de certaines personnalités dans cette équipe-là. Mais je pense que peut-être que Hutter est débordé et dépassé par les événements. Je ne sais pas s'il y a eu de la difficulté à s'intégrer à ce club-là. Peut-être que la philosophie est différente, mais ça reste compliqué à expliquer parce que justement, on n'est pas capable de mettre le doigt sur l'identité de ce club-là cette année. On plante un 5-0 au Bayern en DFB Pokal, puis ensuite on se fait lessiver par Dortmund qui en arrache à 6-0. Je t'ai laissé le dire. Ouais, donc mais c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on a un match, on regarde le match, on se dit c'est une performance parfaite, c'est sans faille, c'est un match parfait. Puis le match suivant, avec 2-3 erreurs bêtes défensivement, on rate des caches béantes, des choix tactiques un peu énigmatiques à l'occasion. On se retrouve dans une situation où on peut pas vraiment mettre en image cette identité-là de Gladbach. Donc, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui cloche parce que d'un match à l'autre, il n'y a rien qui se ressemble. Il n'y a pas d'identité claire. Moi aussi, je pense, écoute, on connaît la réputation de la Bundesliga pour ce qui est de la longévité des entraîneurs. Je pense que si on n'est pas capable du côté de Gladbach de remonter au classement puis au moins finir dans le haut milieu de classement. Dans le ventre mou, peut-être. Ouais, ventre mou, peut-être ventre mou élevé, là, dans la région de l'estomac, là, le bas œsophage. Peut-être un 8-9e, quelque chose comme ça. Je pense que ça va être compliqué. Là, si on termine en bas du top 10, là, je veux dire, avec les moyens qu'on a dans ce club-là, avec non seulement les moyens financiers qui sont plus élevés que la moyenne de Bundesliga, mais juste le talent individuel qui est dans cet effectif-là. Écoute, il y a quelque chose à faire. Exactement. Exactement. On sent que vous avez tous les deux parlé de cache béante, de tir raté, tout ça. Parfois, ça se joue dans les têtes. Hein? Peut-être le niveau de confiance n'est pas optimal en ce moment. Mönchengladbach, et c'est peut-être là où l'entraîneur a peut-être un rôle psychologique à jouer. Je ne sais pas, mais on verra bien pour la suite des choses, et surtout quand on fera le bilan de saison. Dernier sujet, et ça, c'est un sujet que le public, depuis plusieurs semaines, nous a sommé d'en parler. Donc, ils nous l'ont soumis à notre attention, mais en fait, c'était déjà à notre attention d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'était évident qu'on allait en parler, mais j'aime bien parfois laisser un peu de temps pour qu'on développe. Et là, il faut qu'on en parle. La Bundesliga qui change à un système de play-off ou d'éliminatoire suite à la domination sans vergogne du Bayern ces dernières années.
Alors, c'est en discussion, hein, et j'ai lu un article là-dessus, donc on songe à une idée comme ça. On sait qu'en Belgique, il y a un système comme ça qui existe depuis quelques années et qui semble fonctionner, mais visiblement, et ça semble, même au niveau du Bayern, ça semble même intéressant. Leverkusen a rebondi là-dessus en disant que lui, il aime ça, discuter des nouveaux formats, comme cette formule, avec des demi-finales, des finales, qui donneraient du suspense aux supporters. Là, je cite ces mots. Mais cela dit, il y a une association nationale des fans qu'on appelle Unsere Kurve, notre virage, qui est montée au créneau et qui n'aime pas tout à fait ce changement-là et qui trouve que cette solution-là n'adresse pas aux véritables problèmes qui touchent au niveau du football allemand par rapport au fait que le Bayern domine depuis 9 ans la Bundesliga. Bref, ça ne fait pas l'unanimité comme proposition, comme ça arrive souvent. Même Rudi Voller a critiqué cette approche. Toujours est-il que ça a été soumis, c'est en discussion. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Où est-ce qu'on va en être avec ce projet? Est-ce que c'est toujours dans les cartons au moment où on se parle? David, vas-y, on t'écoute. Alors, moi, je suis dérangé par le fait de bousculer le principe, c'est-à-dire que on part tous à égalité de points, 0 points sur la première journée, et puis on dispute 34 journées, et puis celui qui a le plus de points est champion, et il est récompensé pour la saison. Ça, c'est le marathonien qui parle, David? Oui, peut-être. Non, ça me paraît... je plaisantais. Non, mais qui sait, il y a l'inconscient parfois, mais ça me paraît intéressant parce que c'est à l'opposé des matchs de coupe, qui sont des scansions, qui sont des matchs à élimination directe, bien sûr. Oui. Justement, Anthony parlait de l'élimination du Bayern par Gladbach tantôt, qui était spectaculaire. Ça, on s'en rappelle. Ces émotions-là sont propres à la coupe. Alors après, d'autres sports l'ont fait, les playoffs, le basket, effectivement. On peut trouver des formules qui sont excitantes pour le public, etc. Mais moi, je préférerais rester dans la logique de départ, c'est-à-dire le championnat, c'est-à-dire l'endurance, quitte éventuellement à rediscuter d'une redistribution plus forte, éventuellement. De dire, bon ben voilà, le Bayern est diffusé à la télé en priorité, il gagne plus pour les droits télé, mais peut-être qu'on pourrait redonner un peu plus aux derniers du championnat, etc. Peut-être une piste par ici. Ah, revoir la distribution de la tarte, oui. Quelque chose de plus social, si vous voulez. Ouais. Revoir éventuellement, oui, la structure redistributive du football professionnel, éventuellement même sur 2 étages ou 3 étages. Je suis un peu dérangé, moi, par l'idée du play-off parce que ça dénature la compétition. Mais je reconnais que effectivement, des mini-tournois, en basket par exemple, vous prenez les 8 ou 12 meilleures équipes et puis vous faites un mini tableau et puis vous disputez un quart, un demi, une finale. Oui, c'est excitant. En fin de saison, ça remet un peu les compteurs à zéro. Mais qu'est-ce que vous faites de tous les efforts qui ont été faits avant pour gagner des points en plus? Alors après, ça nécessiterait de dire, ah ben, vous aviez 10 points d'avance, donc on va vous donner un point de plus, comme on fait par exemple dans les championnats du monde ou d'Europe de handball, où vous partez avec un bonus si vous avez gagné plus de matchs que l'adversaire. Oui, tout est envisageable. Mais voilà, j'aime bien le principe de départ qui consiste à dire, alors il n'y a pas d'égalité, hein, on est bien d'accord, hein, mais on part au moins tous à 0 points et c'est celui qui a le plus de points à l'arrivée qui gagne le championnat. Ça, moi, je reste toujours là-dessus. Peut-être que Anthony aura des arguments complémentaires. Encore une fois, je sais que sur le plan télévisuel, sur le plan des émotions, peut-être que c'est plus excitant de se dire « Ah ben au mois d'avril-mai, on pourrait regrouper les meilleurs pour un mini-championnat ». Je veux bien entendre cet argument, mais ça va quand même à l'encontre de la course d'endurance, pure et simple. On part de 0 et c'est celui qui a le plus de points à l'arrivée qui est sacré champion. D'ailleurs, regardez, le Bayern l'a remporté presque bientôt 10 fois d'affilée, mais chaque fois qu'un club est champion, regardez les émotions que cela suscite le jour du titre. Cette douche de bière, n'est-ce pas? Ce chalet qui est brandi avec une énorme émotion. Tous les clubs. Moi, je me rappelle de Stuttgart, champion à la fin des années 2000, au milieu des années 2000. Wolfsburg, champion en 2009. Ah, ça, c'était inoubliable, ça, Wolfsburg. Mais voilà, donc ça ce sont des émotions fortes, alors qu'on avait un système de championnat
inaltérable, toujours le même, on part de 0 et c'est celui qui a le plus de points à l'arrivée qui gagne. Anthony, toi et moi, on est nord-américains, alors peut-être que nous, on a déjà connu, on sait que dans certains sports, cette formule-là, elle s'applique très bien et on s'y fait très bien, on l'apprécie. Mais on est aussi habitué à ce qu'on voit aussi au sein en l'Europe et ce qu'on apprécie aussi de l'Europe. Fait que j'ai hâte de t'entendre ton opinion sur cette proposition du système des éliminatoires ou des playoffs, comme on dit, au sein de la Bundesliga. Au départ, là, on parle de la course d'endurance qu'est le championnat. Oui, c'est vrai qu'on a eu des champions surprises un peu au début des années 2000, mais le football n'est plus le même. Je veux dire, on se rend compte de plus en plus, c'est un money game, c'est un sport d'argent, c'est un sport de revenus, de puissance financière. Donc, les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres s'appauvrissent. C'est comme ça, en fait, depuis les modifications dans certains tournois, pas forcément la Bundesliga, mais dans certains tournois, même la Ligue anglaise avait une réforme qui a favorisé un peu l'enrichissement de certains clubs au détriment d'autres dans les divisions plus inférieures. On a suivi et surtout Harry Bosman qui a joué un rôle, selon moi, déterminant par rapport à cet enrichissement des clubs aussi, tout comme la réforme de la Ligue des champions. On favorise les clubs plus riches, donc qui peuvent, comme on dit chez nous au Québec, se pacter un club, donc c'est-à-dire recruter des stars comme le Real Madrid avec les Galactiques et tout, là, pour aller loin. Et là, c'est toujours les mêmes qu'on voit, contrairement aux formules d'autrefois. Ça, c'est extrêmement qu'on a apprécié aussi quand même à une certaine époque. Ça, je comprends. Je te laisse continuer maintenant. En fait, c'est ça. Là où je voulais en venir, c'est qu'on voit que depuis les années 2010, 2011, 2012, on a vu vraiment un vent de changement au sein des championnats. Puis, plus souvent qu'autrement, c'est le même champion. En tout cas, du moins en Allemagne, en France, en Italie, on a vu que la Juventus est peut-être tombée de son piédestal un peu. Mais quand même, on voit en Allemagne, ça fait c'est quoi, c'est 8e, 9e championnat de suite? 10e qui s'en vient. 10e, c'est le 10e, là. Bon, tu sais, 10e, puis on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt d'avoir un club qui va contester cette hégémonie-là. Je veux dire, le Borussia Dortmund est un club qui est très cyclique, qui est très fluctuant. Bon, on est capable de se rapprocher à 2-3 points en fin de saison, une saison. Puis ensuite, le championnat suivant, on tombe 3e ou 4e, on se qualifie d'arrache-pied pour la Ligue des champions. Puis c'est toujours difficile pour un club de rattraper le Bayern, tandis que le Bayern s'enrichit d'année en année et de plus en plus puissant. Je pense que avec le football qui change, au plan financier, c'est un sport qui évolue. Je pense qu'on n'aura pas le choix si on veut garder un peu de compétition, un peu si on veut avoir une variation au niveau des vainqueurs de ces trophées-là. Je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de s'adapter parce qu'on le sait, on a évoqué la défaite du Bayern en DFB Pokal. Sur un match, tout peut arriver. On le sait, avec l'émotion d'un match crucial, d'un match important, tout peut arriver. L'an passé, c'est Holstein Kiel qui a sorti le Bayern. Là. Je veux dire, un petit club de deuxième division qui n'a même pas réussi à monter en première division. Mais ça fait le seul des matchs de voir des petites équipes éliminer des gros cylindrés et faire des beaux parcours. Exact. Mais mon point est que si on en arrive un jour à implanter un système de play-off comme ça, de série éliminatoire, peu importe comment on va l'appeler, je veux dire, c'est quelque chose qui peut devenir dans la même optique que la DFB Pokal. Sur un match, tout peut arriver. C'est quelque chose qui est excitant, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que oui, on peut avoir. Ça peut être deux choses distinctes. Là. On le voit en MLS. Oui, peut-être que le Supporter Shield a moins d'importance, beaucoup moins d'importance que le vainqueur des playoffs. Mais ça, par contre, c'est plus typique de la culture nord-américaine. En Belgique, par exemple, où on a réformé, je pense qu'on a essayé d'équilibrer un petit peu. Oui, exact. Mais si on en vient à un système comme ça, il y a toujours moyen d'avoir le championnat qui a un vainqueur, le marathon, comme tu dis, David, qui a un champion en fin de saison. Puis, on a les playoffs ensuite, qui est un autre championnat. Parce qu'on sait, en Allemagne, on n'a qu'une seule coupe. En Angleterre, on en a 2, voire 3. En Espagne, on en a 2. Je veux dire, il y aurait moyen peut-être d'implanter ce tournoi-là pour dire, on va récompenser le vainqueur d'un deuxième petit tournoi. Ça peut, d'une part, donner une belle fenêtre à des plus petits clubs, une opportunité d'aller chercher des titres. Ça peut donner du revenu à ces petits clubs-là. Ça peut donner un vent d'élan aussi au football allemand qui, on va se le dire, dans les dernières années, c'est le Bayern et les autres, dans le football allemand présentement. Donc, si ça peut donner un élan à certains clubs de dire, on est capable d'aller chercher des titres, on peut recruter en conséquence parce qu'on a plus de moyens financiers, on a un meilleur appui par les revenus de télévision, je pense que ça peut être quelque chose de bénéfique. Oui, ça va dénaturer le championnat allemand, je suis parfaitement conscient, parce que si on en vient à jouer sur deux tableaux, à dire on a un championnat, un marathon qui se termine après 34 matchs,
puis on a un champion après ça, c'est sûr que ce championnat-là, si on implante des playoffs par la suite, va devenir un peu pas désuet, pas inutile, mais je veux dire, va perdre de son importance, va perdre de son prestige, parce que si on se tourne tout de suite après le championnat, si on se tourne vers les playoffs, puis on dit le championnat des playoffs est le réel champion légitime de la saison de Bundesliga, peut-être que oui, le marathon qui est le championnat va perdre de son importance. Mais je pense qu'avec le football qui évolue au niveau financier, au niveau économique, on se dirige de plus en plus vers un système comme ça parce que sur une longue période, je pense que la qualité des clubs puissants comme le Bayern va toujours finir par ressortir, va toujours finir par triompher. Si on veut éventuellement apporter un petit vent de renouveau, si on veut avoir des nouveaux vainqueurs de trophées en Allemagne, je pense qu'on n'aura pas le choix de se diriger vers une avenue comme ça, ou du moins en semer l'idée. Donc, je pense que c'est dit. Mon opinion peut-être est biaisée parce que je suis nord-américain. Puis aussi, je suis supporter du Borussia Dortmund, soit dit en passant. Donc, j'aimerais bien. C'est sûr que de voir 10 années un peu frustrantes comme ça en tant que supporter d'un club qui termine deuxième plus souvent qu'autrement, ça peut m'influencer. Mais je pense que si on regarde objectivement de l'extérieur, le championnat allemand est souvent identifié comme un championnat à un club. De façon tout à fait erronée parce qu'on sait que c'est un championnat de qualité, on le sait vous et moi, je veux dire, on le décrit à chaque mois. C'est un championnat magnifique. Parce qu'on voit qu'en Europe, quand on voit même les petites équipes en Allemagne, elles performent très bien face à des adversaires qu'on s'imagine supérieurs sur papier. C'est un championnat qui performe bien au niveau européen, puis c'est un championnat qui vend de très bons joueurs, qui produit de très bons talents. Donc on le sait, il y a de la qualité en Allemagne. Maintenant, comment on perçoit ce championnat-là à travers l'Europe, c'est un peu différent. C'est un peu à l'image de la Ligue 1, peut-être pas au même niveau que la Ligue 1, mais de plus en plus, ça se dirige vers un championnat qui est étiqueté comme étant à un club. Je pense que ça pourrait être bénéfique de dire, bon, une année sur 3, exemple, ça va être un RB Leipzig qui va réussir à sortir le Bayern, puis à soulever le trophée des playoffs, puis à aller chercher un peu de prestige, puis insuffler une nouvelle dynamique à ce championnat allemand-là. Je pense que ça serait quelque chose de bénéfique. Mais encore une fois, il va falloir l'implanter tranquillement puis semer l'idée sur une longue période. Je vais conclure, moi, avec 2 éléments rapidement. D'abord, cette idée qui a été soumise, je pense qu'elle met le doigt effectivement sur une problématique, c'est le fait que le Bayern domine depuis trop longtemps, effectivement, le championnat. Et donc, ça pose question non seulement sur les ressources dont bénéficie le Bayern par rapport effectivement à d'autres équipes, même si on a évoqué plus tôt cette idée que le Bayern allait, à cause de la pandémie et toutes sortes de raisons, donc procéder économiquement autrement et investir plus dans la jeunesse. Peut-être qu'à long terme, ça va leur enlever peut-être quelques titres, dépendamment de ce qui va arriver, mais ça, on n'en sait rien. Hein? On va se garder une petite gêne sur ce plan-là. Mais ça met le doigt, et David aussi l'a souligné en quelque part, ça met quand même l'orientation, ça met le doigt sur quelque chose où on se pose des questions en Allemagne sur comment améliorer ce que j'appellerais la parité ou la compétitivité du championnat, plutôt que de dire il y a le Bayern et il y a les autres. Et en admettant que ce ne soit pas les playoffs la solution, il va falloir évoquer les autres problèmes aussi qui peuvent expliquer pourquoi c'est comme ça. Si, dans cette discussion-là, ça amène des solutions constructives pour que la Bundesliga ait des réformes et que ça évolue dans le bon sens pour améliorer la parité et la compétitivité, je ne suis pas contre. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va évoquer. Mais après, je ne pense pas que les playoffs soient la seule solution qu'il faut envisager là, si jamais on doit la mettre sur la table. Je ne pense pas qu'on arrive, on va faire ça, puis ça va tout régler. Il ne faut pas voir les choses comme étant, ça va avoir un effet à court terme tout de suite. Il faut bien prendre le temps de situer de la mesure. Et je sais que les Allemands sont pragmatiques, ils vont être capables de le faire. C'est donc de bien mesurer exactement les décisions qu'on va prendre pour s'assurer justement qu'on ait les résultats voulus. Mais je crois que l'Allemagne, en Allemagne, on est capable d'y arriver et d'y réfléchir. Peut-être même ça va être une forme d'innovation par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais il y a une réalité, mais qui est européenne, c'est que malheureusement, avec toutes ces années de libre marché, j'ai souligné avec les agents tantôt qui sont gourmands et tout ça, j'ai parlé de l'arrêt Bosman, il y a un écart maintenant qui s'accroît et malheureusement, il y a des clubs historiques qui ont disparu du portrait complètement, alors que ces clubs-là avaient déjà remporté des trophées aussi autrefois. Donc, malheureusement, ça a quand même des conséquences. Donc, il faut réfléchir en amont de ça. Et je ne prétends pas donc avoir toutes les solutions, mais je pense qu'il y a plus qu'une solution qu'il va falloir envisager si on veut, justement, c'est l'objectif, c'est qu'on veut enlever au Bayern son titre là,
je trône tout seul au sommet de la Bundesliga, puis les autres, ben, restez donc où vous êtes. Là. Je dis ça comme ça. Je dis pas que le Bayern n'a pas de mérite, mais à un moment donné, un petit vent de fraîcheur, un vent de changement pour redonner de la saveur à celui qui gagne le titre. On a parlé de Wolfsburg et de Stuttgart tantôt. Si ça peut revenir, je pense que l'Allemagne a quelque chose qui va permettre à ce que ça revienne beaucoup plus, selon moi, qu'en Angleterre, où pourtant les possibilités de gagner le titre sont entre 4 ou 6 équipes, mais ça reste quand même entre 4 ou 6, pas les 20. La France ou le PSG est là, puis les autres, bon, il arrive parfois qu'il y en a un autre qui se faufile parce que le problème, c'est que le PSG n'a pas de gestion vraiment sportive. Ça, on l'a déjà évoqué. C'est tous des contextes différents, mais on sent que si on veut diminuer peut-être le pouvoir de l'argent, il va falloir trouver donc des solutions constructives. Et les playoffs, c'en est une qu'on peut soumettre, mais tant que ça ne copie pas nécessairement ce qu'on fait chez nous. Et on peut s'inspirer de ce qui se fait en Belgique et de voir aussi en Allemagne ben, comment on l'ajuste. Anthony te dit bon, on peut conserver aussi quand même le côté marathonien. Il peut y avoir ça aussi. Hein? Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Une chose est certaine, cette discussion-là risque peut-être de se poursuivre, d'avoir des suites dans l'avenir et on risque d'y revenir. Mais en attendant, merci beaucoup, messieurs, pour votre participation à nouveau. Toujours un réel plaisir, surtout d'avoir retrouvé Anthony avec nous pour rajouter un peu plus de contenu encore au sein de l'émission. Et pour ne pas avoir à se plaindre de l'omnipotence du Bayern, regardez la Coupe d'Allemagne. Il n'y a plus le Bayern. Ouais. Alors c'est le moment. Ah bah oui, mais ce ne sera pas Dortmund, mais peut-être le RB Leipzig favori maintenant. Ah, mais ce qui est bien, c'est que la Coupe d'Allemagne est disponible sur YouTube gratuitement, donc on va pouvoir la suivre cette finale avec grand intérêt. Alors, et on aura l'occasion d'en discuter d'ailleurs lorsqu'on arrivera avec la finale. Et j'ai hâte de vous retrouver donc dans un mois pour la prochaine émission. Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura déjà un sujet qu'on va certainement évoquer qui vient de sortir. En fait, comme ça vient de sortir, j'ai dit je vais attendre. C'est entre autres le soupçon du Qatar qu'il y aurait des ex-espions au sein là, de la fédération allemande là, par rapport à la Coupe du Monde qui s'en vient. C'est un article qui vient de sortir là, tout récemment. Alors là, je ne veux pas me lancer tout de suite parce qu'il faut que j'explore un peu, qu'on fasse des recherches, mais ça risque d'être un sujet de discussion pour notre prochaine émission. Je le dis pour vous appâter. Alors, merci messieurs, Anthony et David, et on se retrouve avec plaisir dans un mois. Yes. Merci beaucoup, merci, puis bonne écoute. Donc, bien content de vous retrouver, messieurs. Ça a été une belle discussion aujourd'hui. Alors, merci infiniment et on se retrouve donc avec plaisir dans un mois. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit à une prochaine fois. Ciao!